Eh bien, bonsoir à tous, chers amis. Je suis ravi de partager cette soirée avec vous dans des conditions qu'on commence à apprécier. En tout cas, on a pris un petit peu l'habitude, là, depuis quelques mois, de donner ces conférences à distance. La dernière fois avec mon ami Christian Brun. Et ce soir, donc, un sujet subtil, les corps énergétiques, les corps subtils, le vitalisme, comment aborder ces champs d'énergie dans la vision holistique de la santé, comment percevoir à la fois les traditions des anciens dans le monde ésotérique et des médecines traditionnelles jusqu'aux approches de la physique quantique. Voir que quand on parle d'énergie, ce n'est qu'une petite partie de cette poupée russe que nous sommes, au moins à 5 ou 7 étages. Et puis on verra au final comment cette approche va nous aider à participer à la métamorphose, un sujet qui m'est cher, vous le savez, et sur lequel j'ai beaucoup écrit pendant le confinement aussi. Donc, si ma diapo veut bien passer, petite seconde, voilà. Comment aller vers cette nouvelle conscience du vivant, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mystère un petit peu de la médecine bioénergétique. Et puis, est-ce que ça nous ouvre la porte à la transpersonnalité, c'est-à-dire au dépassement du moi, au dépassement du visible et des illusions aussi de l'ego. On va s'apercevoir très vite qu'il y a une universalité du concept d'énergie vitale. Et depuis bien des années, je suis à l'affût de tous les vocabulaires, de toutes les traditions, les tribus, les tradis praticiens que je peux rencontrer ou sur lesquels je peux étudier. Et je me suis aperçu aujourd'hui, après vraiment près de 60-70 sources dans différents pays, que nous sommes quasiment les seuls dans notre petit isolationnisme cartésien et très rationnel occidental. Nous sommes les seuls à avoir fait le deuil de l'énergie vitale, de cette pensée vitaliste qui donne sa place à l'énergie et à l'invisible. Nous avons, depuis Sumer, 6000 ans, la Chine, l'Inde, le Tibet, l'Égypte, quasiment 8000 ans aujourd'hui de pensée holistique, de cette pensée qui intègre autant l'énergie, le ciel, la terre, la relation, le visible et l'invisible. Et l'approche holistique va développer cette systémique de l'être humain, c'est-à-dire cette approche multidimensionnelle où tout est en lien, où tout est dans tout et où ce qui est en bas rejoint ce qui est en haut. Vous connaissez l'adage. Et cette conscience d'être multiple, d'être pluriel, sans pour autant être schizophrène. Cette conscience aussi de l'interdépendance qu'il y a entre les plans, les liens et les êtres, les choses, qui nous rend bien sûr extrêmement responsables, et c'est un point important au plan de la santé. Quand on visualise le septénaire qui est utilisé en naturopathie holistique, on a cet ovoïde au centre, physique, énergétique, émotionnel, mental et spirituel. On va revenir sur tout cela. Ça, c'est l'être humain normalement constitué, qui bien évidemment n'est pas seul, qui crée des liens avec ses proches, sa famille, sa tribu, son clan, son syndicat, sa société, et qui est nourri aussi par cette société. Nous sommes en permanence influencés par les médias, par l'art, par la religion, par la culture, et Dieu sait si il est important aujourd'hui d'avoir du discernement, de savoir fermer ses oreilles parfois à de la désinformation. On a quand même une autre dose là depuis quelques mois. Et puis, tous ces humains plus ou moins en bonne santé vivent sur une planète qui elle-même est aujourd'hui comprise enfin comme un être vivant, qui a ses besoins, ses surcharges, ses carences, ses pathologies, ses émonctoires probablement. Et tous ces plans sont en interrelation. C'est ça la systémique, qui fait que quand on étudie aujourd'hui la santé, on est confronté à une forme d'immense panorama où tout semble complexe, mais ô combien plus riche. Alors je sais que les Américains, mes confrères, avaient posé ces bases dans les années 70. On n'avait quasiment pas de contact les uns les autres à l'époque, mais ils avaient cette ouverture, cette avance sur nous
en intégrant notamment toute la dimension du yoga, du magnétisme. Et moi, c'est en 78 que j'ai eu cette idée de faire la synthèse, que j'ai déposé ce modèle de l'être humain en sept plans. Et depuis, je n'ai pas cessé de l'étudier et de l'enseigner. Parce que ce qui est important, c'est que sur chaque plan, on peut véritablement considérer une anatomie, physiologie, une pathologie, une hygiène, une pédagogie et une médecine. C'est dire si la naturopathie holistique a un épanouissement aujourd'hui extrêmement large qui va bien évidemment compliquer d'autant les études et épuiser nos étudiants. En tout cas, ceux qui m'écoutent comprennent de quoi je parle. Cette éducation de santé globale qui nous est chère nous amène bien sûr à une conscience responsable sur chaque plan. Il ne s'agit pas d'étudier juste pour poser une théorie et se faire plaisir intellectuellement, mais apporter des réponses surtout à des soucis de santé personnels, collectifs, environnementaux, et avec suffisamment de clés pour pouvoir traiter les causes, et les causes les plus profondes, les causes les plus causales. Depuis 8000 ans, cet héritage de la pensée vitaliste, de quoi parlons-nous? Le vitalisme est une philosophie qui considère donc une énergie vitale, immatérielle, intrinsèque, et si vous feuilletez des dictionnaires classiquement, les réponses sont données plutôt par la négative, c'est-à-dire qu'on vous dit c'est ni ceci ni cela, ni le fruit de réactions physico-chimiques de la matière, c'est pas des calories, c'est pas de l'ADN, et ni le fruit du psychisme, c'est pas une question d'émotion, de volonté, de mental. Donc, c'est un peu perturbateur parce que la science ne se mouille pas, cette espèce de patate chaude, elle le renvoie un petit peu à l'ésotérisme ou à la tradition, et elle se garde bien de dire que tout cela est sérieux, bien sûr. L'énergie vitale, pour nous, comme pour toutes les médecines traditionnelles du monde, elle est indissociable de notre vitalité, la clé même de notre santé, et de notre homéostasie. Le mot est pas si compliqué que ça, hein. Homéo veut dire semblable, stasis correspond à un état en grec, une situation. Donc, une intelligence biologique qui maintient la stabilité de notre terrain, de toutes les mesures biologiques du sang, de la lymphe, de notre santé. C'est cette espèce d'intelligence qui fait qu'à chaque microseconde, partout dans le corps, dans des milliards de cellules, on régule le pH, la gestion de l'oxygène, l'oxydation, et tout cela est d'une redoutable performance, et on ne peut que s'émerveiller devant cela. Donc, quand on parle de santé, on ne peut pas dissocier la santé de l'énergie. C'est notre potentiel de régénérescence. C'est un principe connu des anciens sous le nom d'auto-guérison. Et on va trouver ça dans toutes les cultures du monde. C'est assez connu. Le prana en Inde, le chi en Chine, ça peut s'écrire chi ou ki avec un Q ou un K. Au Japon, voilà, le ki, le chi. Le ba et le eka en Égypte. Au Tibet, galma ou rlun. Mana chez les Polynésiens. Chulel chez les Mayas. Le pneuma chez les Grecs. Ruach chez la médecine hébraïque. Ruch chez les Arabes. Voilà pour des cultures qui sont facilement accessibles. Et donc, au moins 60-70 termes collectés à ce jour, avec des termes un petit peu moins connus, mais qui sont intéressants dans notre approche. Paracels parlait de l'archer, et l'archer, c'est, stricto sensu, c'est l'ordre, un champ de force porteur d'ordre. Steiner parlait de force formatrice, d'éther formateur, c'est-à-dire qui possède l'intelligence de la forme et qui précède la forme. Hahnemann, le père de l'homéopathie, parlait de dynamis, un mot grec, pour parler de la force vitale. Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale, médecine de terrain, parlait d'un principe directeur. Mesmer parlait du fluide vital. Wilhelm Reich parlait de l'orgone. Teilhard de Chardin parlait de l'onde vitale. Et même Albert Einstein parlait des champs de métrique, alors qu'aujourd'hui, les physiciens quantiques utilisent plutôt les termes de champ morphogénétique, champ morphique ou biochamp. Ce sont des termes que vous trouverez dans quasiment toute la littérature contemporaine, en astrophysique, en médecine quantique ou en physique quantique. Petite citation d'Hippocrate qui dit que le pneuma
pneuma, quand on le prononce à la grecque, la force vitale donc est la plus grande force de cohésion et d'action de tout ce qui existe. L'espace, dit-il, est formé d'énergie vitale éthérée, elle donne la vie aux hommes et elle établit les défenses naturelles dans les maladies. Voilà, les 2350 ans, ce que disait le père de la médecine de l'expérience, et probablement que les médecins qui prêtent serment ont un peu oublié cette citation. Vous voyez, en vrac, j'ai repris sur une diapo les 70 termes, vous voyez, selon les différentes cultures. J'en ai une autre après, voilà, avec toutes les tribus africaines, les tribus des Amérindiens du Nord, du Sud, Madagascar, etc. Bon, on ne va pas apprendre tout ça par cœur. Ce qui est rassurant pour les futurs praticiens qui nous entendent là, c'est que nous ne sommes pas seuls en naturopathie à avoir cette philosophie, qui n'est pas qu'une croyance donc, mais c'est quand même le cœur de la médecine homéopathique, le cœur de l'acupuncture et de la médecine chinoise, la matière même sur laquelle travaillent les magnétiseurs, les énergéticiens, et les ostéopathes aussi, même si depuis quelques années, leur statut plus officiel les rend étonnamment discrets et pudiques sur l'énergie vitale. Cette philosophie, on va la retrouver au XIVe, au XVe siècle chez Paracels, le père de la médecine alchimique, et puis sur ce qu'on a appelé l'école de Montpellier, qui était un ensemble d'écoles, pas forcément sur Montpellier, mais sur tout le bassin méditerranéen, et qui défendait jusqu'au XVIIIe et début XIXe siècle l'auto-guérison, les principes quasiment hippocratiques. Et tout cela s'est fait en écho aux différentes médecines traditionnelles du monde, jusqu'à ce que, bien sûr, la pression considérable de la pensée rationnelle tourne une page. C'est intéressant de voir que ce concept vitaliste, il est présent dans le monde entier depuis 8000 ans. C'est intellectuellement rassurant, c'est cohérent en tant que pensée, en tant que philosophie, et c'est surtout très prometteur au plan scientifique, car on sait que on a besoin de patience pour que la science se préoccupe de l'énergie et du subtil. En 2020, on pourrait dire que la lecture doit devenir beaucoup plus scientifique qu'empirique. Et nous avons à la fois l'imagerie de pointe, au plan des photos des champs d'énergie. On a les liens avec la physique et la médecine quantique, qui sont assez probablement nos deux alliés, nos deux partenaires là, pour aller dans une direction beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus crédible. On va prendre 4 ou 5 exemples d'imagerie énergétique. Le premier exemple le plus connu, c'est bien sûr les clichés kirlians. On est en 1940. Semyon et Valentina Kirlian sont un couple russe passionné par l'énergie. Il y a une ouverture de conscience sur tout ce qui concerne l'aura bien plus souple dans l'ancienne URSS qu'en France et dans le reste du monde occidental. Et les Kirlian, qui travaillent sur la production de graines, de sélection de graines, ont élaboré des appareils pour voir le champ d'énergie qui rayonne de ces graines, de sarrasin, de blé, etc. Et on peut très bien imaginer que une fois leur journée terminée, ils mettent sur l'appareil non seulement des graines, mais un insecte, leurs mains, leurs pieds, une oreille, etc. Donc là, on a une image couleur des nouvelles générations Kirlian. Vous voyez la trace des doigts d'une main gauche ici, qui est posée avec un champ d'énergie bleu-violet assez beau, et puis une très belle main ici de magnétiseur posée sur la plaque, avec un champ de haute fréquence. Et j'aime bien cette photo parce qu'elle permet à tout le monde de se dire, tiens, et si c'était vrai, et si ma main était aussi comme cela. Donc, la prochaine fois que vous regarderez votre main dans le noir, par exemple, en vous levant la nuit, c'est comme ça la première fois que j'ai découvert mon champ d'énergie autour de ma main, ne soyez pas surpris, pensez-y, le fait de le mettre dans sa tête permet déjà d'ouvrir un certain possible et aide à entrer dans le champ de l'énergie. Mais un certain docteur Baraduc avait, lui, fait l'expérience 40 ans plus tôt, pour être précis en 1898, un médecin de campagne, magnétiseur, radiesthésiste, photographe amateur, à l'époque où bien sûr le numérique n'existait pas,
Et vous vous souvenez qu'on utilisait des plaques photos qu'on développait en chambre noire. Et il prend une plaque vierge et dans son bain de révélateur, il la magnétise. Il pose sa main, voilà, vous l'avez sous les yeux, c'est la main de Baraduc. Il s'aperçoit qu'il y a un champ d'énergie tout à fait étonnant autour de sa main. Ça dure 10-15 minutes à l'époque. Et tout fier, il monte à Paris pour parler de cela à l'Académie de médecine. Et pour faire simple, disons qu'il s'est fait à moitié lyncher. On l'a menacé de radiation, le pauvre. Il a continué de faire ses travaux plutôt discrètement chez lui. Et c'est seulement à la fin de sa vie qu'il a sorti des livres, notamment Le corps éthérique, qui a été réédité d'ailleurs il n'y a pas longtemps. C'est un bouquin très collector. Qui dit champ d'énergie dit image fantôme. Une image fantôme, c'est une image résiduelle, une image qui n'appartient pas donc, qui ne reflète pas le plan physique, mais le plan énergétique. Vous avez un pétale de rose à gauche, et ce pétale de rose, on l'a déchiré, on l'a coupé là sur la ligne jaune de la flèche à votre droite. Et ce que l'on voit à droite, donc, c'est la mémoire, c'est la trace résiduelle de l'énergie de ce pétale. C'est en quelque sorte sa matrice fantôme. On a la même chose avec un scorpion qu'on a ici coupé. Alors l'histoire ne dit pas s'il est mort ou vivant, je crois qu'il est vivant, le pauvre, il est scotché sur la plaque. Et là, on a donné un coup de bistouri pour lui couper la queue. Et immédiatement après, donc, le champ est toujours là. C'est encore plus visible sur un lézard, mais je n'ai pas trouvé l'original du lézard, qui était une photo de mon ami Georges Adjo. Et ça explique pourquoi la queue de certains insectes et de pas mal d'autres animaux, comme les poissons rouges, les tourteaux, etc., pourquoi des parties du corps repoussent aussi facilement. Eh bien voilà, l'image montre que la matrice énergétique étant là, la matière va se déployer dans ce champ d'énergie qui en est le moule. On parle de double éthérique. Voilà l'empreinte d'un doigt à gauche, une coupe de pommes, assez probablement bio, avec une très belle énergie. Et puis, en termes de traitement, vous avez un Kirlian en noir et blanc, là, des premières générations. Donc, main posée sur la plaque, doigt posé sur la plaque. On voit en haut des champs qui sont plutôt pauvres, avec beaucoup de lacunes, des manques d'énergie. C'est important parce qu'on sait qu'au niveau des mains arrivent et partent des méridiens d'acupuncture. Et puis, après un traitement d'acupuncture notamment, on refait le cliché et on voit que l'énergie vitale s'est véritablement régénérée et que le rayonnement est tout à fait spectaculaire. Voilà des feuilles de végétaux également, ça c'est plutôt pour la beauté de l'image. Une tomate de culture classique avec un champ d'énergie qui est, vous voyez, relativement pauvre, beaucoup de trous noirs, beaucoup d'espaces lacunaires autour de la tomate, et puis la même en culture bio, qui de toute évidence a un champ beaucoup plus dense, beaucoup plus fin, beaucoup plus régulier. Plus intéressant quand on regarde le doigt d'un magnétiseur qui est ici en train d'accélérer la croissance de graines germées. Donc il a dans la main une éprouvette avec des graines, il magnétise ces graines de tout son cœur, et puis voilà l'image que ça donne. Et puis, quelques minutes après, on lui donne une éprouvette avec des cellules cancéreuses, il envoie une énergie de mort, donc de destruction, et l'image change complètement. Ce cliché est beaucoup plus important que la queue du lézard ou la queue du scorpion, parce qu'elle vous montre combien l'intention, le placement de la pensée et la concentration impactent immédiatement l'énergie vitale. La pensée dirige l'énergie, c'est un truisme, c'est une évidence en ésotérisme. Et voilà un deuxième exemple. Donc là, on a vu les Kirlians, on voit maintenant les cristallisations telles que Rudolf Steiner les avait pressenties déjà en 1920. Donc je passe sur la technique, c'est une solution de chlorure de cuivre dans de l'eau distillée, dans laquelle on met là un tout petit peu de crème fraîche et on laisse s'évaporer la coupelle. Ça s'appelle une cristallisation sensible. La qualité de l'image, sa densité, son rayonnement, sa régularité indiquent la qualité du produit. Ce n'est pas une mesure quantitative, c'est une mesure
qualitative qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans le bio et en œnologie également. Vous voyez la crème fraîche ordinaire à gauche, plutôt pauvre en rayonnement, une trame relâchée, des lacunes, des vacuoles, un peu comme en iridologie. Et quand la crème fraîche est biodynamique, c'est-à-dire plus bio que bio, la Rolls du bio, la biodynamie, vous avez cette arborescence qui est absolument superbe, c'est un des plus beaux clichés que j'ai jamais vu. On dirait une gerbe de blé, on trouve de la finesse, de la puissance, de la régularité. Ça, c'est vraiment un indicateur de la vie et de la qualité. De l'eau pure, de l'eau vivante issue de la fontaine Mélusine, dont je vous parle souvent, une eau qui a été à la fois osmosée et également réinformée par la musique et par la lumière et par le procédé Marcel Violet. Vous voyez que la finesse de la trame, là, elle est presque invisible, elle est très très nette. Et puis on a surtout une absence de cette tache un petit peu chaotique à gauche dans l'eau ordinaire. Le sucre, voilà une image très spectaculaire que connaissent bien les stagiaires, hein, je la passe souvent celle-là en cours. Un sucre blanc à gauche, un sucre complet à droite. La photo parle d'elle-même. Quand en diététique, on vous parle de calories vides, voilà vraiment ce que le sucre, hein, du glucose, du saccharose, mais aucune information énergétique, aucune vie. Plus intéressant, le pain qu'on a pétri, alors même matière première, même eau, même farine, même levain, même condition, même pétrin, seulement le boulanger qui est à gauche est un boulanger amoureux, le boulanger qui est à droite est un boulanger déprimé. C'est remarquable de voir que le travail du boulanger, c'est pas seulement de la mécanique, c'est pas seulement de la technique pour faire du bon pain, c'est aussi une intention, c'est aussi une présence, c'est aussi du cœur, c'est une conscience. Donc, pensez-y, essayez d'avoir que des fournisseurs heureux et amoureux. La vanilline de synthèse, la teinture de vanille, vous voyez, tout ce qui est synthétique donne une image absolument chaotique, hein, qui n'est pas régulière du tout, aucune arborescence. Et dans la teinture de vanille, quelque chose qui est déjà beaucoup plus joli. Quand on s'occupe du sang, on trouve également en cristallisation sensible des marqueurs prédictifs, hein, on parle de médecine prédictive, d'un certain nombre de pathologies, et notamment ici l'infarctus du myocarde. Dans ce cliché d'une goutte de sang, la personne n'est pas encore malade, et ce qui est vraiment intéressant à entendre, c'est que il n'a pas fait son infarctus encore. Vous savez tous très bien qu'on peut voir son cardiologue, on peut passer un test d'effort et sortir en pensant que tout va bien, hein, le bilan est excellent, et faire un infarctus dans l'escalier. Seules les images énergétiques de ce type ont une valeur prédictive et permettent de dire attention, l'infarctus il est là dans le champ énergétique. En quelque sorte, il n'est pas encore descendu, il n'a pas été somatisé, mais l'énergie est là dans le champ éthérique. On le retrouve ici avec un avocat bio à gauche, un avocat ionisé, vous voyez, très floconneux, très, très chaotique à droite, source Marie-Françoise Tesson. Ici, je retourne sur le sang, c'est un, non, j'ai déjà vu, c'est l'infarctus, pardon, voilà. C'est la tuberculose ici, c'est une maladie qui heureusement a quasiment disparu, hein, même si elle revient dans quelques secteurs défavorisés. Et là aussi, la tuberculose est marquée par des vacuoles très particulières et le développement, l'aspect péjoratif de la maladie peut être prédit plusieurs mois à l'avance. Mes sources, Jean-Pierre Garel, Louis-Marie Vincent, Marie-Françoise Tesson, Thierry Folliard, qui est un des seuls et rares praticiens aujourd'hui à offrir ses services dans ce cadre-là, donc je lui fais une publicité vraiment chaleureuse et gratuite. Si vous avez envie de faire une cristallisation, c'est lui qu'il faut contacter. Troisième exemple, les cristallisations selon Masaru Emoto, bien connu, bien sûr, un naturopathe japonais qui a quitté ce monde il y a quelques années, et qui s'est passionné pour les cristaux de gouttelettes d'eau que l'on réfrigère. Et quand on amène la petite goutte de petit glaçon dans le laboratoire et qu'on la pose sur un microscope à fond noir,
la température, bien sûr, ambiante, amène l'eau de l'état de glaçon à l'état liquide. Or, il y a une loi de physique qui est très peu connue parce qu'elle n'intéresse personne, qui dit que dans le passage de l'état de glace à l'état de liquide, l'eau, pendant un 25e de seconde, devient cristal. Elle passe par un état cristallin, et là, donc, on fait la photo, et on a des images intéressantes en fonction de la mémoire de l'eau. L'eau polluée à Tokyo a une image vraiment chaotique, très pauvre, qui est loin d'être sympathique. Et lorsque cette même eau a reçu un chant, qui en l'occurrence est un chant japonais, mais ça marche pour tous les chants, toutes les prières et toutes les bénédictions, eh bien elle se transforme véritablement dans ce cristal qui est magnifique, qui ressemble un peu aux cristaux de neige. Et c'est cette métamorphose qui a tendance à nous amener vers l'importance de l'eau que l'on boit et de l'eau de notre corps aussi, bien sûr. Lourdes, spontanément, a ce type d'eau à gauche, vous voyez, comme un diadème de diamant, là. Si l'eau est informée d'une parole de mort, hein, dans n'importe quelle langue d'ailleurs, hein, je vais te tuer, vous avez ça à droite. L'eau distillée pure sans information donne quelque chose de plutôt neutre, et cette même eau à laquelle on fait écouter une pastorale de Beethoven devient ceci. Trouvez 15-20 bouquins et motos avec des centaines et des centaines de photos, tout aussi belles les unes que les autres. J'attire votre attention sur le fait que nous sommes entre 30 et 40 ans, voilà, autour de 70% d'eau, hein, donc ce que nous entendons, mais aussi ce que nous pensons, les informations que nous recevons, les musiques que nous écoutons, affectent la qualité énergétique de ce que nous sommes au plan de l'eau biologique. Quatrième exemple, le procédé Daniel Laurent, qui est en fait un procédé qui s'appelle Filimex, un procédé américain, et Madame Laurent a étudié cette technologie aux États-Unis. Elle l'a rapportée en France dans les années 93-94, et sous le nom de Aura Photo, voilà, elle réalise ces clichés et elle étudie, elle commentait, parce qu'aujourd'hui elle est souffrante, mais elle commentait ces couleurs qui aujourd'hui sont en plus utilisées, sont visualisables en vidéo et pas seulement en photo. J'ai pas eu accès à des vidéos, mais croyez-moi, c'est très spectaculaire de voir que les couleurs changent en fonction des émotions que l'on vit à l'intérieur. Et là, on peut pas tricher, on peut pas bluffer, quoi. On a juste les mains sur des capteurs, l'appareil photo particulier ou la vidéo qui nous filme, et vous voyez vraiment ce que c'est que la couleur de la colère ou de la compassion, de la jalousie ou de la bienveillance. On voit aussi, quand on refait des photos à quelques semaines ou quelques mois d'intervalle, on voit l'évolution des clichés en fonction de l'évolution psychologique, du travail qui se fait à l'intérieur, par exemple un travail sur le pardon ou sur la maîtrise de la colère, tout autant que l'approche de la fin de vie et de la mort, où on voit l'aura colorée devenir de plus en plus pastel, de plus en plus grise, et puis de jour en jour, on la voit qui décolle, qui quitte le corps physique, et quand il n'y a plus de contact, voilà, c'est la décorporation, hein, c'est la sortie du corps, et c'est la fin de vie. Très très spectaculaire chez les malades, donc en fin de vie, spectaculaire chez les toxicomanes, où je me souviens de clichés véritablement parasités, zébrés, pollués de certaines formes qu'on pourrait facilement associer à des entités, à des pollutions psychiques. Et puis, les soins d'un magnétiseur sur une vidéo que m'avait montré Daniel une fois, où en live, on voit la tête donc avec l'aura colorée d'une personne, la main d'un magnétiseur qui entre dans le champ et qui se met à 10 cm au-dessus de la tête de la personne. Et très vite, on voit une pluie de lumière blanche qui sort de la main, des mains, et qui vient nimber l'aura de la personne. Vous savez, on a beau y croire, on a beau le savoir empiriquement, le fait de le voir en vidéo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Remerciements, Daniel Laurent, un site de référence, Aura Photo, et toutes nos bonnes pensées à elle pour qu'elle se rétablisse rapidement.
Cinquième exemple, très contemporain, un Russe du nom de Korotkov qui produit des images tout à fait intéressantes du corps entier, donc de l'aura, de ce qu'on appelle l'aura au plan ésotérique. Vous avez à gauche un cliché avant traitement. Vous voyez des lacunes, des trous carrément dans l'aura. Et à droite, la même personne avec après l'écoute d'une musique rock. Bon, il y a probablement du bon rock, mais là on est sur un rock un peu hard, je crois, un peu trop métal. Et vous voyez qu'il y a des altérations beaucoup plus importantes, notamment à hauteur de l'épaule, à droite, du côté du bassin, comme si l'impact de la musique altérait le champ d'énergie. Voilà un autre cliché montrant une personne plutôt dévitalisée à gauche et la même après quelques semaines de soins énergétiques et une nouvelle hygiène de vie, donc une restructuration, une présence vraiment très très visible du champ vital. Et j'en ai voilà une troisième qui me pointe un peu le détail là sur des zones que bien sûr Korotkov peut interpréter comme étant telle partie du système nerveux en haut ou du système glandulaire ou génital en bas par exemple. Ce champ d'énergie dont on parle, qu'on appelle aussi éthérique, il faut comprendre qu'il appartient à la matière, mais simplement à la matière subtile. On a tous appris à l'école que la matière, c'était solide, liquide et gazeux. 3 états. Si votre prof était un petit peu audacieux, il vous a dit il y a un 4e état de la matière qu'on appelle igné. Bien. Ou plasmique, ou plasmatique. Et là, derrière ce mot, il parle déjà du champ éthérique, qui lui-même contient 4 sous-plans, dont il n'est pas utile de parler ce soir. Donc, la règle des 7 est retenue. Vous voyez, le plan physique, finalement, peut se couper en 7 étages, dont 3 seulement sont objectivés par nos sens, physique, matériel, liquide et gazeux. Et tout le reste, c'est de l'éther subtil. Deuxièmement, ce champ d'énergie se concentre dans les méridiens. C'est la nature même des méridiens d'acupuncture ou de ce qu'on appelle les nadis en médecine ayurvédique. Il se concentre et il devient un vortex. Et alors on parle de chakras. Et plus il y a un croisement de méridiens, plus les chakras sont importants. On trouve un maximum d'énergie éthérique dans le sang, liquide de vie par excellence. L'organe clé, la citerne, c'est la rate, pas très utile au niveau physique, mais très très utile au niveau énergétique. Et le sperme qui est considéré par les Chinois notamment comme du soleil liquide. C'est ce champ d'énergie qui préside au développement de l'embryon. Comment vous expliquer? Imaginez que ce champ d'énergie, il est comme un aimant attirant à lui intelligemment des particules, des atomes, pour en faire des molécules. Et c'est cette aimantation du champ biologique de la maman et des champs environnementaux qui crée l'embryon, puis le fœtus et l'embryon. Elle est le moule, la matrice du corps physique. Et c'est grâce à cette énergie, bien sûr, que nous cicatrisons, que nous grandissons, que nous nous réparons et que l'homéostasie peut se déployer dans son intelligence biologique. Cela se fait plutôt la nuit. C'est surtout la nuit que le champ d'énergie est actif. Dans la journée, on se dévitalise, en grande partie parce que d'autres corps sont en hyperactivité, le mental et l'émotionnel. Il y a une espèce de conflit, si vous voulez, entre la psyché et l'énergie, qui fait que, heureusement, que la nuit est là pour qu'on se régénère et qu'on puisse se réparer également. Ce champ d'énergie, il est sous l'influence directe du psychisme, du champ émotionnel en particulier. On l'a vu tout à l'heure avec le boulanger et son pain plus ou moins appétissant. On l'a vu avec l'impact du magnétiseur aussi sur les graines germées ou sur le cancer. Ce champ d'énergie est très dépendant aussi de l'environnement électromagnétique, donc de ses pollutions. Et il est évident que du temps d'Hippocrate et de toutes les médecines traditionnelles du monde, on ne connaissait pas à l'origine ces pollutions.
Et aujourd'hui, ça rend la médecine énergétique beaucoup plus complexe, mais également beaucoup plus urgente peut-être à intégrer, hein, tellement nous sommes en survie dans une complexité de champs divers. Ce champ éthérique est l'interface entre la psyché et le soma. Rappelez-vous le petit bonhomme de tout à l'heure, les poupées russes, hein, ce qui fait que les médecines énergétiques sont extrêmement pertinentes, l'homéopathie, l'acupuncture, le magnétisme, pour régler à la fois les informations qui descendent, hein, de la psyché, la psychosomatique porteuse de pathologies par exemple, mais également pour communiquer vers le haut la santé de la biologie vers la psyché. C'est l'interface psychosomatique, somatopsychique. Et puis, chose importante dans le contexte Covid qui nous concerne, tous les énergéticiens vont vous le dire et tous les tradis praticiens, le champ éthérique, c'est la première barrière immunitaire. C'est la première barrière. C'est notre masque antimicrobe et antivirus. D'ailleurs, les personnes les plus fragiles sont touchées. La pensée, donc, les émotions, la psyché, dirigent l'énergie. Mais est-ce que c'est conscient? Non. Si c'était conscient, on serait tous, j'imagine, plutôt en bonne santé. On serait en partenariat avec notre corps, on serait de bons compagnons pour notre corps. Et je crois que tout le monde n'est pas le méditant là du centre de cette diapo. De toute évidence, la pensée dirige l'énergie. Mais si on maîtrise cette pensée, si on la dirige d'une façon intelligente et en pleine conscience, on va pouvoir devenir un magnétiseur pour soi et pour les autres, hein, au sens très très large du terme, tout simplement parce que vous êtes tous et toutes les meilleurs thérapeutes et les meilleurs magnétiseurs du monde. C'est juste que la conscience n'est pas éveillée chez la plupart d'entre nous, que des pensées opposées, comme le doute ou la pensée rationaliste, parfois la peur aussi, hein, nous bloquent vis-à-vis de ces champs d'énergie, et du même coup, on s'interdit et la vision subtile et le toucher subtil. La pensée dirige l'énergie, mais elle doit être lumineuse, cette pensée, elle doit être éclairée par l'esprit, c'est-à-dire la plus sage possible. C'est quoi la sagesse? C'est le discernement, c'est le bon sens à l'échelle la plus élevée, c'est la capacité d'éclairer un sujet, hein, d'être lucide, lux, la lucidité. Ça passe par l'étude, ça passe par la méditation, une pensée donc globalement très positive, très constructive, très bienveillante. Mais le cœur doit s'en mêler, parce qu'un praticien qui n'aurait qu'un mental fort et un cœur en mauvais état, au sens affectif bien sûr, hein, au sens éthique, là le cœur doit assurer une qualité bienveillante, aimante, inconditionnelle. Le souffle également doit participer, parce que le souffle mobilise non seulement de l'oxygène, mais des éthers. Nous mobilisons, quand on fait du pranayama en Inde, en yoga, pranayama, on utilise ce mot qui nous conduit au geste juste pour terminer. Ça veut dire que quand un magnétiseur prodigue un soin en pleine conscience, son mental est actif, son cœur est ouvert et généreux, son souffle participe à la direction de l'énergie et le geste impose la main ou crée un balayage, un dégagement, voilà les différents gestes connus en magnétisme. Et plus haut, me direz-vous, plus haut que le champ éthérique, hein, là on est resté à la première couche extérieure, la première couche valable, la petite poupée qui est donc la deuxième à partir de la droite de votre tableau. Et plus haut, donc sur la pyramide humaine, eh bien, notre psyché, hein, les émotions et le mental, sont assurément mieux connus aujourd'hui, probablement grâce à la psychanalyse aussi, hein, et au développement de la psychologie aujourd'hui, et de la psychosomatique et des neurosciences. Donc, le fait que nous ayons un mental et des émotions plus ou moins positives pour notre santé est quelque chose de bien connu. La recherche scientifique s'ouvre doucement aux réalités subtiles et très vite, on va survoler 4 ou 5 travaux de chercheurs abondamment diplômés qu'on a
pour la plupart oubliés, ou en tout cas qui ne sont pas si souvent enseignés, parce qu'ils dérangent un petit peu le système. Un certain von Giangiorgi disait déjà dans les années 1940, que le cancer est une perturbation électrique énergétique submoléculaire. Imaginez, on est à peine en train de découvrir comment fonctionne le cancer et comment on pourrait le neutraliser avec des molécules ou des rayons ou de la chirurgie. Et lui déplace le débat en disant c'est une histoire d'énergie. Un certain Lakowski nous dit que nos cellules vivantes ne sont pas seulement de belles mécaniques ou une belle biochimie, mais qu'elles sont aussi des émetteurs récepteurs d'ondes radio. Ces ondes qu'ils mesurent changent en cas de pathologie et les oscillations, les vibrations de ces cellules cessent à la mort. On est dans les années 40-50, il crée cet appareil qui est utilisé largement à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Il reçoit un prix de médecine prestigieux pour cela. Et puis, bien sûr, on se désintéresse peu à peu de l'énergétique. Il y a encore quelques praticiens qui ont ce nouveau modèle-là, modèle de poche, comme on dit, mais qui rend toujours de grands services, puisque l'intérêt de ces champs, c'est qu'ils ne sont pas spécifiques et surtout pas anti-symptomatiques. Ils ne s'opposent à aucune maladie. Ils boostent simplement la vie. Ils sont porteurs de champs vitaux, de biochamps. Un certain Cyril W. Smith s'intéresse, lui, à l'allergie, aux personnes allergiques, et il s'aperçoit que des longueurs d'onde bien précises peuvent neutraliser des crises d'asthme, des crises d'urticaire, des crises d'œdème de Quincke, alors que d'autres vont les provoquer. Avec un simple générateur d'ondes, chez des personnes sensibilisées, bien allergiques, il obtient des travaux extraordinaires, il obtient des résultats extraordinaires. Et il informe de l'eau pure de ces rayonnements. Et tenez-vous bien, le simple fait d'avoir un flacon porté sur soi comme un gris-gris, une amulette, peut être aussi efficace qu'un anti-asthmatique, un antihistaminique. Et l'eau mémorise ces fréquences au moins 1 mois, 2 mois, 6 mois pour certaines préparations. Ce sont des travaux qui ont été repris par les Anglais, qui sont aujourd'hui un petit peu accessibles en passant par la Suisse, mais c'est bien compliqué. Un certain Katzamali démontre aussi que le cerveau humain génère des ondes radio, des ondes électromagnétiques, et pas seulement électriques comme l'encéphalogramme, mais vous savez que dès lors qu'un courant passe dans un câble, un courant électrique, il génère autour de lui un champ électromagnétique. Eh bien, nos neurones, qui sont des câbles, font circuler bien sûr une certaine électricité, c'est l'électroencéphalogramme, mais il génère aussi des ondes, des champs électromagnétiques. Il s'aperçoit que ces champs sont proportionnels aux émotions, et que parmi les émotions, c'est la colère qui est la plus spectaculaire, et on peut communiquer ces émotions à distance entre des personnes jusqu'à des kilomètres. Des études encore très anciennes avec des appareils assez rudimentaires. J'imagine que si on pouvait investir beaucoup d'euros dans ces recherches, aujourd'hui, on irait encore beaucoup plus loin. Un certain Cliff Baxter invente le détecteur de mensonges. C'est ce monsieur-là, un peu rétro à droite, qui, une fois qu'il a gagné ses droits d'auteur pour le détecteur de mensonges, met l'appareil sur des plantes, communique avec elles en les arrosant, en les brûlant, et il s'aperçoit que les plantes réagissent avec des messages bioélectriques très différents selon les informations, et même des stimuli intentionnels, c'est-à-dire que la simple pensée d'un jardinier, en particulier ces jardiniers qui ont la main verte, à distance, le simple fait de penser à sa plante, de lui envoyer de l'amour, d'imaginer qu'on est en train de la bichonner, de l'arroser, eh bien, à distance, elle réagit comme si on l'arrosait. Il montre aussi que les globules blancs, les leucocytes humains, vont réagir jusqu'à 11 km de distance dans l'expérience en question,
En termes de biocommunication, alors, de quoi il s'agit? C'est relativement simple. On prend avec un écouvillon des globules blancs dans la bouche, on les met dans un sérum physiologique et avec des appareils un petit peu sophistiqués, on en mesure l'expression électromagnétique, le rayonnement, la vibration. Et dans une autre pièce, loin du laboratoire, on passe des films aux donneurs de globules blancs, des films drôles, des films tristes, des films d'horreur, des films érotiques. Et en fonction des émotions du donneur, la longueur d'onde des cellules, jusqu'à 11 km de distance, n'est pas la même. Elles réagissent. Alors, ça peut sembler délirant, ça peut aussi nous faire réfléchir à la responsabilité biologique de chacun d'entre nous, puisque nous laissons du matin au soir des milliers de cellules dans notre lit, ça va servir de nourriture aux acariens. On en laisse dans notre douche, on en laisse aux toilettes, on en laisse un peu partout, dans nos masques aujourd'hui. Hein. Et on peut se demander si tout ce que nous abandonnons à la Terre, je pense au sang menstruel également, ne reste pas en communication avec nous, et dans quelle mesure nous ne sommes pas co-responsables de la vibration planétaire, alors qu'on pourrait, dès le matin, en pleine conscience, abandonner, confier à la Terre un petit peu plus nos déchets, nos desquamations, nos menstruations pour les femmes, et peut-être participer autrement à l'équilibre énergétique de la planète. Notre réalité mentale, c'est notre plan informationnel. On l'appelle information, on ne l'appelle plus énergie. L'information est plus subtile que l'énergie, et l'énergie est plus subtile que la matière dense. Aucun doute sur la psychosomatique, on connaît bien aujourd'hui les procédés placebo, on connaît la psychologie positive, on connaît la pleine conscience, mindfulness, mais il reste encore beaucoup de mystères, bien sûr, sur le comment améliorer notre vie intérieure et de là comment impacter notre santé et la santé de l'environnement. Comment l'information psychologique affecte positivement ou négativement la biologie. On a quelques pistes, mais on est encore très très loin de tout comprendre. Avec Prigogine et avec Pop, on va montrer que les champs d'information font office de matrice pour le vivant. Eux font des travaux un petit peu entre le champ éthérique et le champ astral, le champ émotionnel, pour montrer que les cellules intercommuniquent, tenez-vous bien, par voie lumineuse, et ils trouvent dans le corps de véritables fibres optiques qui pourraient très bien correspondre à des méridiens ou à des nadis d'acupuncture, sur un mode quantique, donc plus petit que l'atome, plus petit que la molécule et que l'atome. Les cellules cancéreuses, disent-ils, n'ont pas la même émission de biophotons, elles n'ont pas le même langage. Et ils impliquent, ça ce sont des contemporains quand même très très actifs aujourd'hui, des lanceurs d'alerte, en disant que les brouillages environnementaux sont impliqués en pathologie. On est entre les nuisances des micro-ondes, du Wi-Fi, de la 5G, des montres à quartz, etc. Joël Sternheimer, qui est venu parler chez nous il y a quelques mois, vous vous souvenez, découvre les proséodies, les musiques des particules, et les séquences musicales impactent le corps, nos cellules, la santé des plantes également, et il fait sûrement partie des savants les plus novateurs, les plus à la pointe de ce siècle. Quand on revient aux forces formatrices, quand on revient à ces forces qui sont informées, les plus puissantes, assurément, sont les spirales, qu'on appelle aussi des vortex, et les lemniscates. Lemniscate, c'est ce 8, vous voyez, ce signe de l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la nature, on va trouver des formes, des énergies vortexées, ou mobilisant des lemniscates. On va en trouver dans le corps humain, en particulier au niveau de la structure osseuse. Je pense au col du fémur, dans la structure crânienne, dans le sang aortique qui sort du cœur d'une façon spiralée et non d'une façon linéaire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'on utilise des spirales ou des vortex,
ou de lemniscate, on ouvre une porte énergétique favorisant la descente de l'information dans l'énergie puis dans la matière. Les alchimistes, il y en a encore aujourd'hui quelques-uns, hein, quand ils chargent leurs remèdes, ils chantent des psaumes, par exemple, ils chantent des prières, des louanges, des bénédictions, en remuant leurs produits en 8, en lemniscate. Ils le font dans des conditions astrologiques particulières, favorables, et ça va donner ce plus informationnel qui descend dans le remède et qui est le cœur même de la spagyrie, hein, de la médecine alchimique. À un autre petit niveau, déjà on peut s'émerveiller en regardant quelques spirales, là, une crosse de fougère. Quand c'est tout frais comme ça, on peut les manger en salade d'ailleurs, les crosses de fougère. Le romanesco, qui est un très très beau légume qui nous montre des spirales, mais des spirales dans les spirales et dans les spirales des spirales, hein, sous la forme de fractales. Et puis bien sûr les coquillages. À notre petite échelle, on peut se dire que la conscience que l'on place quand on remue sa tasse de thé ou de café, quand on prépare sa soupe, quand on magnétise de l'eau ou un élixir floral, ou quand on donne un soin énergétique pour mes confrères thérapeutes, il faut avoir une conscience clairement positionnée qui relie l'information, le geste et le corps du patient ou le produit que l'on traite. D'une façon beaucoup plus simple et quotidienne, la prochaine fois que vous remuerez votre tasse de tisane ou de thé ou de café, si vous la tournez déjà dans un sens lévogire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous êtes plutôt dans une intention de purification, de déstructuration, de libération, de nettoyage. C'est le sens de l'exorcisme, si vous voulez, hein, quand on tourne autour de l'autel avec l'encens, c'est dans le sens anti-horaire. Si vous tournez dans le sens horaire, vous chargez beaucoup plus le produit. Vous l'informez, vous le structurez, mais qu'est-ce qui rentre dans votre tasse? L'information environnante, puis votre pensée, votre cœur, si vous êtes concentré. Mais comme la subtilité de votre pensée, la subtilité de notre psychisme est bien plus difficile à véhiculer jusqu'à la tasse, c'est d'abord l'environnement qui impacte. Donc si vous écoutez du Mozart en préparant votre tasse, votre soupe, votre tisane, vous allez boire une eau ou une soupe informée de l'énergie de Mozart et c'est plutôt bien. Si vous êtes à une terrasse de café et qu'on y passe de la musique un peu rock, un peu heavy metal, attention, attention, vous polluez véritablement votre boisson. On parle donc de l'information, je souligne, j'insiste, je répète, l'information se communique à l'énergie. L'énergie façonne, structure la matière. Les araignées viennent nous expliquer encore tout cela avec une expérience extraordinaire. Vous avez tous observé des araignées de jardin, des toiles d'araignées de jardin comme à gauche ici. Et après l'orage, bien sûr, elles sont un peu détruites et les araignées, courageusement, méthodiquement, vont refaire leur toile à l'identique. Hein, sacré architecte. Et puis, pour s'amuser, de temps en temps, on donne à nos araignées une petite mouche, un petit insecte. Quand on est gamin, on a tous fait ça dans un jardin. Et puis, imaginez que vous donnez à vos araignées du sérum sanguin de schizophrène. Bon, il faut en trouver, mais c'est pas impossible. Et là, vous allez informer la matrice informationnelle de l'araignée. C'est-à-dire que une fois qu'on aura détruit sa toile, elle ne pourra plus la reconstruire, mais sur un mode uniquement schizophrénique. Première toile avant et après. Elle est devenue schizophrène. Elle a reçu l'information schizophrène. Une autre toile, une araignée de maison, plutôt en angle. Là aussi, l'anarchie s'est installée, la fracture psychique propre à la maladie schizophrénique est descendue dans l'information de la bestiole, de l'araignée. Et certains pourraient dire, avec un cerveau
bien cartésien, bah alors il y a une toxine, il y a un marqueur de la schizophrénie, et donc on a altéré, on a rendu malade l'araignée. Eh bien non, on ne connaît pas en science aujourd'hui de marqueur de la schizophrénie. Il n'y a rien dans le sérum sanguin d'un schizophrène qui soit différent du sérum de quelqu'un en parfaite santé, mais il y a une information, et c'est l'information qui est perturbatrice de l'énergie. Il ne s'agit pas de molécules, mais d'informations. Vous en saurez beaucoup plus dans un livre assez professionnel, je ne vous le cache pas, La balance tropique, Dr Sen. Difficile à lire, mais ça peut intéresser les gens déjà un petit peu habitués à ce domaine de l'énergétique. Et puis, bien sûr, un mot de Jean Charron, cet homme de science qui a beaucoup vulgarisé Albert Einstein. Et pour faire simple, il nous a montré que la matière n'est plus du tout ce que l'on croit. La matière est beaucoup plus vide qu'on le croit. Et on peut comparer, comme l'avait déjà fait Platon il y a 2500 ans, on peut comparer les atomes avec le noyau et les électrons au Soleil et aux planètes. Mais comme nos cinq sens sont adaptés à percevoir cette espèce d'illusion qu'est la matière, la densité, en fait, la masse des noyaux, c'est ça qu'on touche et c'est ça qu'on voit, en aucun cas les électrons, eh bien, on dit, la matière existe, je la touche, je la vois. Seulement, la science a montré, depuis bientôt un siècle, que l'électron, non seulement c'est minuscule, un millionième de mètre, mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que l'électron n'a pas de masse. Il est probable, il est aléatoire, et il est même multispatial, ce qui, de toute évidence, est générateur de migraines, ce genre d'affirmation. La matière n'est plus ce qu'elle est, les électrons, on ne peut même plus les dessiner comme on l'apprenait à l'école autour du noyau, ils sont infiniment plus loin que le petit point du noyau que l'on peut dessiner. Tout cela est largement vide, vibratoire, énergétique, et probablement là ou pas. La matière, dit-on, est à 99,999 constituée de vide, et nos sens donc perçoivent la masse des noyaux plus ou moins bien. Mais ce vide, nous dit Charron, qui fait la belle synthèse quand même, il est chargé ce vide de conscience, d'énergie, de mémoire, d'information, et que ce soit dans le microcosme de l'atome ou dans le macrocosme de l'univers. Là, ça ouvre bien sûr à d'autres délires. Ce vide informationnel est comme une matrice. On retrouve donc l'énergie éthérique, mais au plan cosmique. On l'appelle l'akasha. C'est un mot qu'on va retrouver à la fois en médecine ayurvédique et chez les Grecs. L'akasha, c'est la mémoire, c'est les archives, les annales, les bibliothèques de l'univers dans lesquelles on peut aller puiser peut-être pour prendre des informations. Hermès l'appelait la matière primaire, la materia prima, l'âme du monde, la mère du monde. Alors, un autre point de la soirée, volontairement, je place une diapositive qui nous dit est-ce qu'on est en train de glisser vers la poésie, là, et est-ce qu'on garde un pied dans la science? C'est une bonne question, parce qu'il n'est pas impossible que les deux se rejoignent avec une paire de lunettes simplement différentes. La cascade informationnelle quantique, je vous en parle depuis 40 ans dans beaucoup de mes conférences, mais je remets une couche, c'est important. Cette cascade dit conscience, information, énergie, matière. Tiens, on a rajouté la conscience depuis tout à l'heure. La matière, tout le monde la connaît, elle est perceptible par nos sciences, elle est nourrie en nutrition, elle est bricolée en chirurgie, voilà. L'énergie précède la matière, elle en est le moule, la matrice. L'information précède l'énergie, mais la conscience précède encore l'information. La conscience peut éclairer l'information, elle peut l'orienter. La conscience, c'est le plan spirituel, c'est le plan source pour nous. À l'échelle de l'univers, on pourrait dire que ce plan source, qu'on l'appelle Dieu ou l'absolu ou l'infini ou le grand architecte, peu importe, ce plan source génère une certaine mise en ordre informationnelle. Puis, au fil des millénaires, des millions d'années,
génère des éthers, des matrices formatrices au niveau universel. Et c'est à l'intérieur de cette matrice universelle que le monde physique apparaît. Lao Tzu parlait de la femelle mystérieuse d'où sortent le ciel et la terre, c'est-à-dire cette épouse de Dieu, cette matrice universelle dans laquelle nous baignons et qui est le champ éthérique cosmique universel et dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Lorsqu'on pousse l'exemple sur un mode tout à fait analogique, on parle d'un architecte qui a le projet de créer une maison, une cathédrale. Bien sûr, il passe d'abord par son bureau d'études, il va poser des plans, il va mettre des cotes, utiliser des archétypes, des formes géométriques. Puis il va confier tout cela à des maîtres d'œuvre, des ouvriers, des réalisateurs, qui, in fine, vont réaliser un ouvrage. Voilà la cascade. Conscience, la pensée de l'architecte, information, les plans, les cotes, les archétypes, les nombres, les formes géométriques, énergie, l'énergie mise en œuvre par les ouvriers, et enfin le visible, la partie visible de l'iceberg, finalement, l'ouvrage réalisé. Cette cascade, c'est un sésame, et je la présente toujours dans mes cours comme quelque chose d'extrêmement précieux. J'ai dû dire une fois ou deux que dans les milliers d'heures et toutes ces journées de cours pour devenir naturopathe, cette diapo est probablement l'une des plus importantes de toutes. Parce qu'elle est la clé non seulement de la création de l'univers, mais la clé de la compréhension de la maladie, la compréhension de notre pouvoir formateur, à condition que nous ayons en pleine conscience un architecte positif et bienveillant en nous, que nous sachions réaliser des plans émotionnels et intellectuels bien posés, que nos énergies soient dans la libre circulation de la vie, porteuses de ces informations, et enfin, on aura une santé impeccable tout en bas. Cette lecture me semble une urgence, à la fois pour la société et pour la santé, et on va approfondir encore un petit peu au plan holistique. Je prends tout en bas la montée de la cascade, si vous voulez, je la renverse. On part du bas vers le haut, puisqu'il y a des flèches à double sens. Ça marche dans les deux sens, rappelez-vous. Psychosomatique, ça descend. Somatopsychique, ça monte. Donc, en bas, on est sur la vie du corps, le métabolisme, la forme, plus ou moins en santé, une homéostasie plus ou moins correcte, qui, bien évidemment, va impacter le plan, le plan de l'énergie. En fonction de notre alimentation, de notre sommeil, de nos émonctoires, de notre biologie, on va altérer ou non le chi, les souffles, l'équilibre du yin et du yang, on va se vitaliser ou se dévitaliser. Ça, c'est vraiment le plan de l'énergie. On le sait bien quand on manque de sommeil, on le sait bien quand on boit de l'alcool ou des drogues, on altère immédiatement les énergies. Ces énergies vont impacter la psyché, c'est-à-dire la pensée, l'intellect, le raisonnement, la lucidité, le bon sens, et également les émotions, en générant telle ou telle passion, désir, colère, peur, tristesse, attachement, etc. En fonction de cette psyché plus ou moins en bon état, on va ou pas accéder à un plan de conscience spirituel, de la vie physique à la vie énergétique, de la vie énergétique à la vie psychique, de la vie psychique à la vie spirituelle. Bien distinguer, pas évident pour tout le monde, bien distinguer le spirituel et le psychique. Il y a un amalgame entre les deux qui est souvent présent dans notre culture. La psyché, c'est bien l'intellect et les émotions. La spiritualité, c'est ce qui est de l'ordre de la transcendance, du dépassement de soi, la quête de sens, l'accès à l'amour inconditionnel, à la joie inconditionnelle, dans le non-attachement, l'intuition, etc. C'est vraiment quelque chose de qualitativement beaucoup plus rare et néanmoins accessible puisque nous avons tous des capacités de transcendance. Donc sur cette diapo, si on fait un arrêt sur image, vous avez les flèches qui montent et qui vont nous parler de l'impact du corps vers le haut et les flèches qui descendent qui vont permettre de réinformer spirituellement, par exemple, la vie psychique positivant les énergies
améliorant la santé du corps. Lorsqu'un thérapeute donne un soin, si on reprend l'exemple du magnétiseur de tout à l'heure, il est essentiel pour moi qu'il soit spirituellement bien placé dans sa propre foi. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, dans sa foi, dans sa dimension du cœur la plus ouverte, la plus aimante, la plus inconditionnelle, la plus joyeuse aussi, qu'il soit dans sa tête et dans son cœur positif, lucide, concentré. Et de là, l'énergie sera probablement facilitée dans sa circulation, surtout si sa respiration est libre ou orientée. Il y a des techniques de respiration qu'on connaît en yoga comme Ujjayi qui permettent de diriger véritablement l'énergie par les mains notamment, l'extérioriser par les mains. Et le physique donc sera le dernier étage de l'expérience. 4 plans, 4 médecines, 4 technologies en quelque sorte, vous allez comprendre. On reprend les 4 plans dont je viens de parler, physique en partir du bas, énergétique, psychique ou informationnel, spirituel ou conscience. Là, on n'apprend rien, c'est la même chose. À ces 4 plans correspondent 4 approches médicales. Dans le plan physique, nous avons autant la médecine allopathique que l'hygiène de vie. Ça concerne le corps, l'alimentation, les émonctoires, les carences, etc. Au plan bioénergétique, on est forcément dans un secteur de la médecine quantique, en sachant, en rappelant que l'homéopathie, l'acupuncture, le magnétisme sont des médecines quantiques. Les fleurs de Bach aussi. Dans le plan psychique, on est bien sûr dans ce qu'on appelle la médecine quantique et informationnelle. Intervient notamment la notion de présence bienveillante d'un observateur, d'un opérateur conscient. Et le plan spirituel correspond à une médecine spirituelle, beaucoup plus liée à la prière, à l'invocation, peut-être à la grâce. Exemple clé, voilà, des outils thérapeutiques à notre disposition de plan en plan. On ne peut pas mélanger tout cela, c'est bien dans l'ordre, et plus le thérapeute holistique est au clair avec cela, et plus justement il peut déployer son efficacité en pleine conscience, en maîtrisant en quelque sorte les 4 plans au service de ses clients, de ses patients. On zoome quelques minutes sur le plan énergétique pour vous rappeler qu'on l'appelle aussi donc éthérique ou vital, un terme qu'employaient beaucoup les premiers naturopathes, pranique, comme le prana en Inde, selon les cultures, et vu de loin, quand on a un éclairage plutôt de dos, dans une pénombre, et sur un mur plutôt uni, on voit assez facilement ce champ bleu métallique, grisé, parfois teinté un petit peu de vert chez notamment les thérapeutes. On ne voit pas pour autant les chakras qui sont au centre, mais bon, j'ai pas trouvé de diapo, j'ai pas pris le temps de gommer les chakras qui sont au centre. Retenez plutôt ce petit liseré d'énergie sur 4 cm au minimum autour du corps. Facile à voir vraiment avec un petit peu d'entraînement. Anatomiquement, ce champ d'énergie est entre 4 et 16 cm. Pour être très précis, c'est 4, 4, 4, 4, donc 4 couches de plus en plus subtiles. Avec de l'entraînement, on sent bien la première à 16 cm, mais plus on rentre dans le champ et plus ça devient dense, comme un petit coussin d'énergie, un coton de plus en plus dense. Et quand on est débutant, c'est la 4e couche, celle qui fait 4 cm, que l'on sent vraiment toujours en approchant la main d'un animal ou d'un humain. Les couches les plus denses sont les plus proches du corps, je viens de vous le dire, et elles se dégonflent, elles se gonflent en fonction des horaires, bien sûr. Le matin, on est régénéré, le soir, les éthers sont plus affaiblis, plus rétractés. Après le repas, l'énergie se concentre beaucoup sur la zone digestive, on a moins de chi, moins de prana au niveau des mains et des pieds. En fonction de la santé, c'est une évidence, plus on est malade, dévitalisé, épuisé, moins les éthers sont denses. De même quand on avance en âge, et de même en fonction de certaines nuisances environnementales, de certaines pollutions aussi. Quand on regarde bien, et ça c'est pas donné à tous les clairvoyants, le champ éthérique, il a une image un petit peu de brosse, alors à 90 degrés par rapport à la peau du corps. Je fais souvent l'analogie avec les brosses en soie pour les bébés.
extrêmement fin, et par une belle journée ensoleillée, on voit des petits grains roses qui rentrent dans le champ éthérique, qui ne sont rien d'autre que des graines d'éther venant du soleil. Nous sommes des êtres solaires. Combien de fois j'insiste dans les cours et dans les conférences et dans les livres pour nous réconcilier avec le soleil qui est notre ami, notre source de vie, de lumière et de chaleur. Bien évidemment, la couche d'ozone est là. Bien évidemment, prendre des coups de soleil n'est pas bon pour le corps. Et bien évidemment, ceux qui se font sans raison, je veux dire, se crament au soleil d'une façon non raisonnée, peuvent générer des cancers de la peau, c'est très bien. Et puis il y a des peaux plus fragiles que d'autres. Mais quand on connaît bien sa peau, quand on est prudent, qu'on s'ensoleille surtout le matin, c'est vraiment un cadeau à se faire que de prendre du soleil. Il n'y a pas de thérapie plus polyvalente et plus juste que l'ensoleillement. J'ai emprunté un bouquin de Barbara Ann Brennan, une consoeur américaine extrêmement médiatique pour tout ce qui est de l'énergétique, qui montre bien l'entrée et la sortie des chakras principaux, localisation tout à fait intéressante avec les chakras antérieurs devant le corps qui sont souvent beaucoup plus connus, mais vous voyez l'importance du dos également, s'ensoleiller le dos et se mettre le dos aux grands arbres également, c'est important pour prendre du chi, prendre de l'énergie. En plus, quand on parle de dédoublement, quand on parle de sortie hors du corps, des choses que vous avez peut-être entendues ou vues dans des bouquins, il se trouve que le champ éthérique reste en partie, bien sûr, collé au corps parce que c'est comme le champ de la maintenance même de la vie. Perdre ce champ, ça serait se déstructurer instantanément et mourir instantanément. Mais les autres corps subtils que j'ai notés ici, astral, mental et spirituel, donc astral c'est émotionnel, mental et spirituel, lorsque l'on s'endort, il décolle. Et donc, nous avons une rupture physiologique tous les soirs des corps subtils, et ça permet au corps éthérique qui reste collé à notre corps physique de travailler correctement. Et puis, il y a une rupture non physiologique dont on peut faire l'expérience, c'est pendant l'anesthésie, bien sûr, ou l'utilisation de certaines drogues. Voilà quelques images qui donnent cette idée du dédoublement. On a tous connu ça plus ou moins consciemment au moment de l'endormissement. Cette diapo, elle est un petit peu collector. C'est Pierre Marchessault, notre bon maître à tous, qui avait fait ce dessin au crayon dans les années 40 pour montrer les corps subtils qui se baladent au-dessus de la personne qui dort. Et entre les deux, le lien s'appelle la corde d'argent. C'est une tresse en quelque sorte d'énergie éthérique qui relie certains chakras du corps physique et des champs subtils. Avec un peu d'entraînement, avec une bonne hygiène de vie, vous serez surpris de voir combien il est facile de percevoir le champ éthérique et de le toucher. Il se palpe assez facilement. Et pourquoi est-ce que c'est difficile? Et pourquoi est-ce que ça paraît toujours pour les autres? On dit, ah oui, les magnétiseurs et les clairvoyants, ils doivent avoir un don. Pas forcément. C'est le doute qui est le premier barrage, dans la tête, le doute. La peur également, parce que très souvent, on est comme impressionné par nos propres capacités, nos propres ressources. Et puis bien sûr, toutes les croyances opposées. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas scientifique. La consommation de la viande, de l'alcool, du tabac et des drogues sont peut-être pas directement des blocages, mais des prismes déformants. Ça veut dire qu'ils vont altérer les perceptions justes des champs d'énergie, éthériques et astrales, en fragilisant, en détournant en quelque sorte les perceptions des énergies d'une façon erronée. Et puis, le fait de se coucher régulièrement après minuit n'est pas du tout favorable à ce développement. Il est très lié au soleil, je le rappelle. Il met 40 jours à quitter complètement le corps physique après la mort. D'ailleurs, beaucoup de cultures, de religions célèbrent par une messe des 40 jours.
Ça veut dire que les éthers de chaque personne qui décède, au bout de 40 jours, vont se redistribuer dans le champ éthérique de la planète. Et ce champ éthérique dont on a parlé, vous vous souvenez, il est sous la dépendance du champ émotionnel, astral. Si vous voulez développer ces perceptions, je vous donne quelques clés. Déjà, avoir une hygiène de vie impeccable, plutôt végétarienne, sobre, vivante, variée. Pratiquer le Qigong, pratiquer le Tai Chi, pratiquer le yoga, des exercices qui prennent en compte l'énergie et le souffle. Vous pouvez tester au printemps les premiers bourgeons de marronnier, qui sont extrêmement faciles à percevoir, et approchez tout simplement votre main d'un bourgeon de marronnier. Les yeux fermés, vous allez sentir comme un petit chatouillis, une petite fraîcheur dans le creux de la main, parce que cette concentration du bourgeon, c'est déjà le futur déploiement des feuilles, et le champ éthérique d'un bourgeon est très très dense. C'est assez facile à percevoir autour des marronniers. Pareil pour le blé germé, vous faites germer du blé sur un bac, et entre le 5e et le 15e jour de croissance, quand l'herbe est bien drue, bien verte, là, il n'y a pas photo, vous approchez la main, vous ne pouvez pas la rater, quoi. Vraiment, si vous êtes un gros lourd de débutant, vous le sentirez à 3 cm au-dessus. Et avec un peu d'entraînement, on est sur 25-30 cm au-dessus du blé. L'huile essentielle de myrrhe fait partie également des huiles que connaissaient bien les Égyptiens dans l'art de l'embaumement. Et c'est pas pour rien s'ils utilisaient autant de myrrhe, c'est que la myrrhe concentre et densifie les champs éthériques. En plus, ça sent très très bon, c'est un parfum délicieux. Vous en mettez une petite trace sur tous les plis, les poignets, les coudes, devant les épaules, les hanches, les genoux, les pieds, une petite trace sur les chakras si vous voulez, et ça tient toute la journée. Et vous allez sentir très très vite votre champ d'énergie qui se dilate. C'est quelque chose de très sain et sans danger. Et puis bien sûr la visualisation, le fait de penser, de créer une image psychique dans sa tête de champs d'énergie lumineux, irradiants, denses, très sains, va faciliter, et c'est l'objet de la méditation bien sûr, de vous recentrer, de vous réaligner chaque jour. Combien de fois j'ai dit dans ces conférences que méditer était aussi simple et hygiénique que de se brosser les dents. Je ne suis pas sûr d'être entendu, donc je le répète, mais ça fait vraiment des choses qui changent la vie en profondeur et qui participent aussi de notre croissance et de notre santé et de notre métamorphose. Un tout petit zoom sur le plan émotionnel, là vous voyez, on est sur un champ d'énergie beaucoup plus mobile, coloré, beaucoup plus vaste. Ça va quasiment jusqu'au bout des doigts quand on écarte les bras. Ça descend un peu sous les pieds également. On appelle aussi ce champ émotionnel le champ astral ou corps du désir, puisque c'est là que sont générés en quelque sorte et stockés nos émotions, nos passions, nos désirs. On l'appelle parfois aussi le corps du mirage ou le plan des sensations, des émotions et du mouvement. C'est-à-dire que émotion, sensation, mouvement, c'est très très lié à l'animalité. Donc les plantes n'ont pas ou quasiment pas d'informations de champ astral. Les animaux, oui, dès lors qu'ils ont du sang chaud. Les animaux à sang froid sont beaucoup plus des végétaux en quelque sorte animés. Et dès lors qu'il y a du sang chaud, il y a ce champ astral qui se développe et qui est la nature même du comportement animal avec ses désirs, ses attachements, ses passions, sa séduction, etc. Quelques repères pour ce champ, 80 cm donc autour du corps, beaucoup plus subtil que l'éthérique, donc infiniment plus difficile à percevoir par les clairvoyants, les thérapeutes. Il y a parfois plus des sensations, des ressentis, comme si on était en empathie émotionnelle avec la personne, mais quitte à dire que tout le monde voit les couleurs, c'est pas comme ça que ça marche. Multicolore, et les couleurs sont très mobiles. Il y a des couleurs qui sont tempéramentales, ça veut dire qu'on va les garder pendant des mois ou des années. Elles correspondent à des traits de caractère très acquis, oui. Et puis diathésique, ça veut dire des émotions, des couleurs qui sont changeantes en fonction de cette période de vie ou de la journée même. Ok. Le fonctionnement du champ émotionnel, il est très binaire. Ça veut dire que notre émotion
globalement, n'est pas très intelligente. On ne peut pas la comparer au cerveau, elle n'est pas analytique, mais elle fonctionne sur des couples, sympathie, antipathie. Vous voyez, on a envie d'aller vers quelqu'un ou on a envie de faire un pas en arrière. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est le plexus solaire, le cerveau émotionnel. Attraction, répulsion, à tous les niveaux de l'existence avec les êtres qui nous entourent, les lieux également qui nous donnent ce type de réaction un peu instinctive. C'est le plexus solaire, le centre qui est concerné, le troisième chakra, le monde des désirs, des émotions, des passions, de l'attachement, des attachements, avec toute la gamme des jalousies, vengeances, possessivité, sensiblerie, colère. Pas de jugement, impossible de dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste très humain et très animal. Donc forcément porteur de souffrance. C'est quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine, mais qui doit être absolument dépassé, maîtrisé, conscientisé, orienté. Je choisis des mots précis que m'avait enseigné mon premier maître en astrologie, Madame Godefroy, et elle disait: Daniel, la passion, souviens-toi, c'est pas ton ennemi, mais il faut qu'elle soit consciente, maîtrisée et orientée. Vous avez ici une diapo montrant deux boxeurs ou deux lutteurs qui sont dans leur bulle astrale, vous voyez, le champ émotionnel. Et c'est intéressant de voir qu'à hauteur du plexus solaire, au centre, il y a cette espèce de lien d'invagination entre les deux bulles, montrant qu'ils partagent en quelque sorte les mêmes passions, le même désir, la même énergie de lutte, hein, alors qu'au niveau du mental, on voit juste un trait qui montre leur concentration. Ils sont très présents dans l'anticipation peut-être de ce que va faire l'autre. Hein. Donc pensez, quand on est en relation les uns avec les autres, nous avons ces espèces de tentacules, une espèce de capacité à fusionner très facilement les émotions, alors pour le pire ou pour le meilleur, bien sûr, selon la nature des émotions. Quelques correspondances faciles à retenir. Le foie est au champ astral, ce que la rate était tout à l'heure à l'éthérique. Hein. Le foie, c'est donc l'organe clé des désirs, des passions, des émotions. Il influence le plan éthérique, vous vous souvenez, puisqu'il est juste au-dessus, et il est influencé par le plan mental qui est au-dessus de lui. Pour mieux comprendre, pensez qu'on parle là d'un magnétisme animal, comme disait Mesmer, hein, un magnétisme entre les êtres humains qui nourrit des activités comme la séduction, les parfums, les phéromones. Tout ça, c'est comment est-ce qu'on on échange les uns avec les autres des jeux de rôle, soit dans une perspective sexuelle, soit dans une perspective de séduction professionnelle, par exemple, hein, ou tout simplement dans l'entretien d'une amitié, d'une tendresse. C'est également ce qui va se passer dans le transfert et le contre-transfert avec un thérapeute et son patient. Donc ce magnétisme interpersonnel, il est vraiment de nature archaïque et il passe quasi essentiellement par le centre 3, plexus solaire. Il se trouve que les émotions dont je parle sont toutes liées à ce qu'on appelle la loi de moindre résistance, la loi du moindre effort, hein, c'est plus connu comme ça. Ce qui veut dire que cette conscience, ce plan de conscience émotionnelle n'a pas du tout envie de changer. Ça explique pourquoi c'est tellement difficile et long d'évoluer au plan émotionnel quand on souffre de certaines névroses, de certaines jalousies maladives, de certaines phobies, parce que la répétition nous fait tourner en boucle dans des circuits qui sont loin d'être vertueux, qui sont souvent en plus associés à des pensées répétitives, elles-mêmes donc ruminantes en boucle, et ce qui fait qu'on va souvent retrouver des relations ou des situations répétitives nous mettant de la même façon en échec, ou en séduction, ou en colère, ou en détresse. Le changement, c'est pas quelque chose qui est facile à intégrer dans notre animalité, si vous voulez. Il suffit de regarder d'ailleurs nos frères animaux. L'évolution animale, on peut l'apercevoir sur des millénaires, mais à l'échelle d'une vie animale, non. Animalité sans chaud, comme l'éthérique tout à l'heure était plus lié donc au végétal. Ce plan
des émotions, pour mieux le comprendre, si on zoome sur lui, on sait tous que nous avons deux cœurs. Un petit cœur d'enfant blessé, un petit cœur romantique, et un cœur qui commence à parler d'amour. Eh bien, on va parler de l'émotionnel inférieur, ce que la tradition appelle le bas astral, ou corps du désir. Donc ça, c'est le champ des émotions égotiques, qui partent de je et qui retournent vers je. Et puis l'émotionnel supérieur, qu'on appelle parfois astral supérieur ou plan bouddhique ou plan christique. Et là, de toute évidence, on perçoit un cœur bien plus élevé, qui n'est plus dans la lourdeur, l'enlisement des passions, mais qui commence à nous parler de joie inconditionnelle, de pardon, de fraternité et d'amour sans condition. On l'appelle aussi transpersonnel, on l'appelle transcendantal. Le désir est pour le plan égotique, l'émotionnel inférieur. Et quand on est dans la dimension élevée du cœur, on parle d'aspiration. On aspire à la joie, à la paix, au partage, à l'intuition, alors qu'on désire une grosse voiture rouge. Toujours Barbara Ann Brennan qui nous montre ici des visions, des champs émotionnels qu'elle perçoit autour des êtres. Un enfant de 11 ans qui joue en haut à gauche, en haut à droite une femme qui ressent de forts sentiments liés à la mort de son père, de la colère en dessous et de la colère qui retourne contre soi, un cocaïnomane en dessous, le LSD avec des boules toxiques qu'on peut percevoir à côté de la personne là, une boule toxique qui amène la tête à pencher. On a parfois des personnes qui ont des déformations physiques staturales, pour lesquelles l'ostéopathie ne peut rien et qui sont finalement des cumulations de boules toxiques près de la tête. Et on a tous vu ces vieilles personnes qui finissent par se courber, regarder en bas tellement elles sont dans une forme de lien à la terre, de dépression. Alors on va dire oui, mais c'est l'arthrose ou c'est la tuberculose osseuse, peut-être, mais c'est aussi qu'on se lie à ce que l'on regarde. Alors c'est bien de regarder de temps en temps par terre, mais c'est bien de regarder en haut et c'est bien de regarder à hauteur d'homme aussi. Plan mental, 4e étage, beaucoup plus facile à percevoir puisque nous sommes tellement mentalisés, tellement à l'aise intellectuellement. Donc le mental, c'est le plan des pensées, c'est le sommet de la pyramide du je, l'ultime plan de la personnalité, mais c'est encore de la matière. Au plan ésotérique, au plan médecine énergétique, le mental, c'est pas du spirituel. Donc on est encore dans quelque chose de matériel, d'une très grande subtilité, et bien sûr, presque impossible à percevoir pour la plupart des thérapeutes, des clairvoyants. En tout cas, on voit bien le mental, la prise de tête là, qui résonne souvent comme une cause de problème plutôt qu'une cause de paix intérieure. Ce mental, il est émetteur-récepteur d'ondes psychiques. On l'a vu tout à l'heure avec un certain nombre de travaux qui l'ont démontré. Il est générateur de formes pensées. Une forme pensée, c'est comme une entité psychique qui est structurée avec la concentration, la répétition d'une pensée forte, si possible positive, et qui est alimentée en plus par une émotion généralement qui vient la nourrir, qui vient s'en réjouir. C'est comme ça qu'on travaille la visualisation positive ou la pensée positive. On va retrouver ces clés en sophrologie par exemple. Le mental, on le découpe plutôt en 2, c'est plus simple qu'en 7, avec un bas mental, donc on caricature un petit peu cerveau gauche, on l'appelle manas inférieur en yoga, c'est le mental rationnel, calculateur et analytique. Et puis un mental supérieur qui lui est plus synthétique, imaginaire, improvisateur, spatial, spirituel. J'aime bien la pensée de Aurobindo qui nous dit que le mental fut une aide et que le mental est aussi l'entrave. Mais oui, dans notre chemin à tous, vous comprenez que le mental est indispensable pour discerner. L'étude est indispensable et c'est notre partenaire, ce mental. Mais quand il est dominant, et surtout quand il est obsessionnel et qu'il rumine du négatif, de l'échec, du doute systématique, il devient l'entrave.
Krishnamurti conseillait de se débarrasser de l'incessant caquetage du mental, ce poulailler, cette radio plus ou moins bien réglée dans la tête. Et j'aime bien cette phrase aussi, chevauche bien ta tête et voyage librement. J'en ai fait une de mes petites phrases fétiches. Les ennemis du mental, vous les connaissez. Manque de sommeil, alcool toxique, psychotrope, bruit. On n'imagine pas comme le bruit aujourd'hui est une des pollutions les plus importantes. Une certaine immaturité intellectuelle et cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le mental a besoin de nourriture pour se développer. Il a besoin de se muscler, il a besoin d'étudier, de savoir pour aller vers la connaissance. Et puis bien sûr, la mauvaise gestion du stress qui surchauffe nos neurones, avec souvent une domination du plan émotionnel qui amène le chaos dans le mental. Les principaux amis du mental, on va avoir un sommeil profond, de qualité, un sommeil qui vient rapidement, qui n'est pas coupé, qui est très récupérateur. L'étude, la réflexion régulière et non obsessionnelle. L'alternance analyse-synthèse. C'est important, on avait appris ça à l'école. Hein. Thèse, synthèse, thèse, antithèse et synthèse. C'est un petit peu ça qu'on devrait faire. De temps en temps, on va zoomer comme le regard de la fourmi, c'est l'analyse. Et de temps en temps, on va faire un travelling arrière, un zoom arrière, c'est la vision de l'aigle, c'est la synthèse. Se relaxer, pratiquer la sophrologie, le yoga nidra, méditer, clé dont on parlera beaucoup ce soir. Et on arrive dans la dernière partie de notre soirée avec les 3 sous-plans de la spiritualité. Ce monde du spirituel, si on le regarde à la loupe, il est ternaire. Ça veut dire qu'on va trouver 3 plans en bas dans l'ego, mental, émotionnel et physique, ce que l'Inde appelle les véhicules. Mais l'âme, le plan spirituel, va aussi être trinitaire. Et c'est en quelque sorte comme si notre vie quotidienne dans le petit moi, dans le moi-je, n'était que le pâle reflet ou le reflet déformé du monde spirituel. On va y trouver donc un mental supérieur, qu'on appelle parfois le plan causal, qui est la partie supérieure de notre intellect classique, un émotionnel supérieur ou bouddhique ou christique, qui est l'octave supérieure de nos désirs et de nos passions, et une volonté supérieure, qu'on appelle le plan atmique, qui vient correspondre à cette puissance d'action qui nous transcende parfois, on voit ça dans les arts martiaux par exemple, et qui vient nourrir notre volonté lorsqu'elle est juste. Caractéristique de cette triade, le je étant donc le plan des pensées, des émotions et du corps, les véhicules, cette triade se reflète dans l'ego, dans le triangle du je. On l'appelle aussi l'âme spirituelle, l'individualité, le soi, l'être essentiel, l'ego avec une majuscule, c'est compliqué, ou la nature supérieure. Pourquoi je vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots? Parce que selon les lectures, selon les référents que vous pourrez rencontrer, vous aurez des mots utilisés différemment. Par exemple, chez Durkheim, on va utiliser le mot être essentiel. Chez Jung, on va parler de l'âme ou du soi. Peter Deneuve ou Ivanov vont parler de la nature supérieure ou de l'individualité. Voilà. Mais ça veut dire la même chose. Avec ces triangles, vous devriez comprendre. Notre corps physique, tout en bas, qui est porteur de l'action, de la volonté personnelle, est assorti aussi du mental inférieur et de l'émotionnel. Donc ça, c'est le triangle du je, le triangle du moi. La personnalité fonctionne très bien comme ça. Et entre nous, beaucoup de personnes sur Terre n'ont pas envie de changer, puisque avec le mental, on lit le journal, on peut avoir des diplômes. Avec l'émotionnel inférieur, on peut être tout à fait attaché et bienveillant avec ses proches et aimer, comme je dis souvent, sa femme, sa voiture et son chien. Et puis, on a assez de volonté pour travailler, tout va bien. Ou faire son jardin. Et puis, le monde de l'âme, au-dessus, nous dit, il y a la même chose, mais à l'octave spirituelle. Donc, vous voyez, mental supérieur au-dessus du mental inférieur,
l'émotionnel supérieur ou bouddhique ou christique, cette dimension supérieure du cœur et de l'amour qui vient au-dessus de l'émotionnel. Et puis là-haut, on l'appelle atmique ou la monade, ben c'est la graine spirituelle la plus précieuse qui est en nous. On la définit souvent comme une étincelle spirituelle. Elle va se refléter quelque part dans la volonté du bas. Imaginez ce triangle qui descend, qui vient recouvrir le triangle du bas. C'est ça l'initiation. C'est ça la première démarche essentielle de tout être humain sur Terre, réconcilier le mental supérieur et le mental inférieur pour gagner de la sagesse, réconcilier l'émotionnel d'ici et l'émotionnel du bas pour gagner de l'amour, et enfin, pas avant, réconcilier la monade, la spiritualité la plus élevée en nous, la volonté de puissance juste, avec notre petite volonté personnelle pour soulever des montagnes ou pour faire des miracles. Une fois que c'est fait, on dirait, mais alors il n'y a plus rien à faire. Certains disent encore plus exigeant que la fin de l'histoire, elle est là-haut, avec la Trinité connue par exemple sous le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la culture judéo-chrétienne, mais connue par exemple en Inde comme Brahma, Vishnu et Shiva. Ce sont les mêmes entités, ce sont les mêmes énergies, mais qui sont là sur un plan théologique, sur un plan métaphysique extrêmement élevé. Mais il est promis, à la fin de notre aventure humaine, alors ça c'est beaucoup plus loin que l'heure du Verseau, hein, c'est beaucoup plus loin dans l'avenir, qu'une fois qu'on aura intégré la réconciliation de l'âme et du corps, on aura spiritualisé cette entité sous un seul triangle, eh bien on pourra se réconcilier avec la source. C'est ce que les chrétiens vont appeler par exemple le retour au Père. C'est ce que l'Inde va appeler le retour à Brahma ou la fusion dans le grand tout. C'est quelque chose qui nous dit, voilà, le haut rejoint le bas. Il n'y a pas vraiment de différence lorsque nous sommes en fin de cheminement spirituel et d'initiation. Si nous n'avions qu'une seule chose à retenir ce soir, je parle sérieusement, ça serait d'être conscient du choix entre la personnalité, le je, l'ego, et l'individualité ou âme ou soi ou être essentiel. Si nous développons du discernement de jour en jour, je dirais de minute en minute, on peut orienter sa vie, sa conscience et ses actes surtout, car nous vivons par nos actes, nous perdurons par nos actes, notre karma n'est qu'une succession d'actes. En distinguant en permanence les deux, on peut orienter sa vie vers le meilleur en permanence. Pour qui nous roulons? Nous sommes au service de qui ou de quoi dès le matin? L'individualité, la personnalité. Le soi, le moi. L'âme ou le je. C'est la question la plus fondamentale que toutes les cultures se sont posées et une question qui devient essentielle à notre époque où ce que nous traversons comme crise planétaire est une crise spirituelle. Même si la partie visible s'appelle Covid-19, même si demain ça va s'appeler la crise financière, la crise sociale, c'est une crise spirituelle. De la même façon, la tradition nous dit nous avons deux auras. Une aura personnelle qui correspond aux vibrations, aux émanations de notre santé physique, émotionnelle et mentale, à gauche, et ce que la tradition chrétienne, mais aussi tibétaine, appelle le corps de gloire, et qui sont véritablement les radiations les plus précieuses de notre âme, qui reflètent notre niveau d'évolution et de réalisation. On dit par exemple que quand on cheminait à la rencontre du Bouddha, à la fin de sa vie, son aura avait 7 km de diamètre. On pouvait le percevoir à 7 km. Nos yeux sont donc très, très, très limités. J'aime bien cette petite diapo, regardez au centre là, cette toute petite fraction dans les fréquences, les longueurs d'onde, et les fréquences, de tout ce qui est accessible, c'est que cela. Nos yeux ne voient que cela. Et avec beaucoup d'orgueil, on dit, voilà le réel. Voilà le réel. On ne voit pas les infrarouges, on ne voit pas les ultraviolets, on ne voit pas les rayons gamma, on ne voit pas les rayons cosmiques, on ne voit pas tout cela. Et pourtant, nous baignons dans l'énergie. Pour conclure, je vous invite à une alimentation largement vivante, un sommeil de qualité,
La pratique régulière d'exercices intégrant de l'énergétique et du souffle, Qigong, Tai Chi, Hatha Yoga, etc. La pratique d'exercices occidentaux, si vous préférez, il y a l'eurythmie de Steiner et la panorhythmie de Peter Deneuve, trop peu connues. Il y a des pratiques un peu partout, il y en a dans le bois de Vincennes, le week-end. Renseignez-vous, ce sont des belles danses avec la vie, avec l'énergie. Contactez les éléments naturels le plus souvent possible. La lumière, la terre, l'eau, l'air, les animaux à sang chaud. Si vous avez des dauphins dans votre jardin, c'est pas mal, dans la piscine. Sinon, ça sera l'âne, le chien, le cheval. Les grands arbres, jardiner, toucher les grands arbres, du printemps jusqu'à la Saint-Michel à peu près. Après, c'est vous qui allez magnétiser l'arbre en hiver, bien sûr, puisque la sève redescend dans les racines. L'arbre donne printemps-été et reprend automne-hiver. Et puis, chercher les lieux les plus riches en ions négatifs, cette qualité énergétique de l'air, les cascades, les forêts de conifères quand il y a du vent, la pluie d'orage. Ça, c'est vraiment de la santé énergétique. Pratiquez le pranayama. Respirez, en particulier la respiration alternée, la respiration de l'immortalité en Qigong. Vous verrez, c'est en quelques semaines, vous pouvez booster votre santé. Offrez-vous les soins d'un bon acupuncteur au changement de saison. Remettez-vous à la terre, touchez la terre, marchez pieds nus dans la rosée, après l'orage, prenez de bains de mer, chantez, chantez, chantez. Diffusez des huiles essentielles d'agrumes, ça crée des ions négatifs, c'est pas cher, ça sent bon, ça relaxe. Portez bien évidemment des fibres naturelles. Méditez, 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 je l'ai répété plusieurs fois ce soir. L'étude et le service, c'est dans le comportement. Vous voyez, il y a ce qui est bon pour sa santé, il y a ce qui est bon pour recharger notre corps, mais il y a ce qu'on appelle la voie de la tête. Ça, c'est ceux qui sont assoiffés de connaissances, étudier, méditer. Il y a ceux qui sont plus dans la voie du cœur, la prière, la contemplation, l'empathie. Et puis il y a ceux qui sont plus dans la voie de l'action. Ils se prennent ni la tête ni le cœur, ils sont dans le service. Les trois voies sont des voies de salut et de santé. La voie du cœur à gauche, la voie de la tête à droite, la voie du service en dessous. Il y a forcément une qui vous parle plus que d'autres, puisque nous avons tous des rayons et des chemins de vie et des initiations spiralées qui sont souvent un peu paradoxales. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément tout développer dans l'ordre. Donc, il ne s'agit pas de travailler comme un fou sur ses défauts, mais surtout développer vos qualités et accéder à vos ressources. Pensez que nos ressources, nous les avons déjà développées, on a travaillé dessus pendant des vies et des vies. C'est d'abord cela dont il faut prendre soin. Pour en savoir plus, et pour la voie de la tête, quelques livres pour ceux qui veulent en savoir plus. Madame Blavatsky, à l'origine de la théosophie, j'ai mis lecture très difficile, donc à réserver à des personnes vraiment préparées pour ces lectures difficiles. Alice Bellet a simplifié Madame Blavatsky, mais ça reste difficile. Leadbeater, un peu obsolète, un peu vieillot, me direz-vous, mais il était aussi un grand clairvoyant. Il a fait des livres assez intéressants pour ses images, notamment sur l'aura et les chakras. Max Endel, mystique chrétien nord-américain, à l'origine d'une des branches de la Rose-Croix. Et j'aime beaucoup ce livre de synthèse qui s'appelle La cosmogonie des Rose-Croix. Je la conseille souvent parce que c'est un enseignement non sectaire, très synthétique, dans lequel on va retrouver beaucoup de renseignements sur la vie, la mort, le karma, l'origine du monde, etc. Bien sûr, Steiner, en sachant que la lecture est difficile, souvent pas très bien traduite de l'allemand. 2 livres pour notre sujet de ce soir, La science de l'occulte, mais aussi, bien sûr, beaucoup d'autres publications. Michel Coquet, un grand coup de cœur pour cet homme, un très très bon livre sur les chakras, sur la mort, sur les hiérarchies spirituelles, à découvrir vraiment, pas assez connu. Benjamin Crème également, qui fait un travail remarquable dans le prolongement de Madame Blavatsky et de la théosophie. Goswami Kriyananda, qui a écrit un très beau livre sur les chakras, pour ceux qui veulent un gros pavé sur les chakras. Mon bon maître Durkheim, bien sûr, pour travailler sur le hara, la méditation, la vie intérieure.
Barbara Ann Brennan pour tout ce qui est magnétisme professionnel, le pouvoir bénéfique des mains, guérir par la lumière. Réconciliation avec la vie, ça c'est R. Emmanuel. René Emmanuel, c'est un homme qui a fait une synthèse extraordinaire, encore plus simple à lire, je crois, que La cosmogonie des Rose-Croix. En lisant ce livre, vous en économisez 20. Et puis, si nécessaire, faites-vous aider par un psychologue qui est une ouverture à la fois sur l'inconscient personnel, classique, hein, mais aussi transpersonnel, donc un Jungien. Jung, Maslow, Durkheim, Stanislas Grof, Pierre Weil, Asayoli, voilà des maîtres à penser de psychologie moderne qui avaient tous en commun la dimension spirituelle de l'être humain. On s'aperçoit du même coup qu'ils ont tous flirté avec la pensée orientale, que ce soit les différentes formes de bouddhisme, du soufisme, de la kabbale ou du yoga. On va retrouver des fils rouges, on va retrouver des dénominateurs communs, et ça c'est intellectuellement très très rassurant. Avec les maîtres philosophes du XXe siècle, hein, on a parlé de Sri Aurobindo, on aurait pu parler longtemps de maître Philippe de Lyon, de Krishnamurti. Voilà des références solides. De même que Max Endel, Henner, Madame Blavatsky. Dwalkul, c'est le Tibétain qui parle par la voix d'Alice Bailey. Peter Deneuve, dont j'ai souvent parlé ici. Jean Klein, un des grands maîtres du Vedanta. Arnaud Desjardins, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Voilà des bonnes lectures, des bons référents. Et puis pour ceux qui préfèrent travailler dans une école, je n'ai rien contre un bout de chemin du côté des Rose-Croix, du côté de la maçonnerie dans les branches les plus théistes, hein, les moins politisées, chez les théosophes ou chez les anthroposophes, bien sûr. Allez picorer, tout cela, je vous le donne comme une carte, comme un menu au restaurant, et vous ne signez jamais à vie. Vous allez vous nourrir, et puis tant que ça vous nourrit, vous profitez, sinon vous allez voir ailleurs. Il y a des contemporains que j'adore en termes d'enseignement tellement bien incarnés, avec Yvon Amar, avec Céline Maïsel qui nous a quittés pendant le confinement. On a une pensée vraiment fraternelle pour ce grand maître. Muktananda aussi, qui fait des ponts entre le Québec, l'Inde et la France. Il vient souvent parler au Forum 104. Eckhart Tolle, très connu sur l'instant présent. Thich Nhat Hanh, bien sûr, pour toute la dimension de la pleine conscience. Et puis nos amis Mathieu Ricard et tellement d'autres, dont le petit personnage qui est en bas à droite. Donc, puisque la santé est un état d'harmonie dynamique, vous savez ça par cœur, hein, qui résulte de la libre circulation de la vie sur tous les plans, hein, c'est notre définition la plus complète, je crois, et la plus parfaite qu'on puisse imaginer, ça va supposer qu'on s'applique sur tous les plans et qu'on ne va pas se contenter d'une santé du corps ou d'une santé de la tête. Priorité à l'hygiène de vie et non pas à la quête des pouvoirs. Ça veut dire que le voyeurisme spirituel, je vous mets en garde, quand on commence à parler de chakra, de lecture d'aura, de magnétisme, il y a un malin génie du côté de l'oreille gauche qui souvent est assoiffé de pouvoir. Danger, danger, danger. Prenons soin du précieux, ce que les Tibétains appellent le joyau qui sommeille au cœur du lotus, c'est-à-dire notre dimension d'âme, notre dimension la plus sacrée. Pour cela, discernement, patience, détermination, bon courage, bien sûr, sur le sentier. Se pencher sur tous ces plans nous semblait urgent ce soir, et particulièrement ce soir. Réfléchir aux cascades, on en a parlé. Concilier la santé du jeu, le bien-être personnel et le transpersonnel, parce qu'il en va simplement de notre dignité, il en va de notre majuscule, il en va de notre identité et de ce cheminement dont on a parlé en termes de métamorphose et de cette belle et précieuse crise que nous traversons au service des générations futures. Méditer sur tout cela, plus que jamais, métamorphose oblige. Vous avez reçu, vous avez lu mes pages sur la métamorphose pendant le confinement. Si ce n'est pas déjà fait, vous avez le document accessible par le site de Objectif Notre Santé ou par le blog du Sénato aussi. L'important est de comprendre que nous avons déjà fait tellement de chemin depuis des millions d'années
de la gauche du tableau vers le personnage qui ressemble à un humain, mais ne nous arrêtons pas là. Le but, c'est d'aller sur la diapo, l'image de droite. Là. En conscience, juste réaliser ce qu'on est, des êtres spirituels ayant une expérience humaine et non l'inverse, comme disait Teilhard de Chardin. Percevez-vous comme des pèlerins incarnés. Souvenez-vous de la source, notre origine, et imaginez simplement devenir. Et là, ça va éclater complètement le champ du possible. 2020, une aventure de métamorphose. Prenez soin de la chenille, mais ne vous attachez pas trop à la chenille. Son chemin n'est pas terminé, nous ne sommes pas achevés. Notre avenir est plutôt celui d'un papillon. Merci de tout cœur, merci de votre attention. Prenez bien soin de vous et à bientôt.